Donc merci. Je voudrais remercier les organisateurs et en particulier Khalid Bourmouche qui m'a proposé de venir parler devant vous. Donc comme Zinab vient de le dire, je vais aborder donc, les troubles 10 aujourd'hui. En fait, c'est assez large quand même et du coup, l'atelier de demain matin sera un complément puisque je ne vais pas parler aujourd'hui du TDAH. Et donc, ça sera abordé demain dans les cas cliniques. Alors, donc, de quoi parle-t-on? Donc, de façon très globale, ce sont des troubles avérés en l'absence donc d'une cause qu'il va falloir rechercher, donc en l'absence de déficience intellectuelle, de troubles psychopathologiques, de troubles neurosensoriels ou neurologiques, et puis pour ce qui concerne les troubles des apprentissages de la lecture, de l'orthographe et du calcul, évidemment, il faut que les enfants aient été normalement scolarisés, donc qu'il n'y ait pas eu de carence pédagogique. Donc ce qu'on appelle les 10 de façon globale, ça comprend la dysphasie, donc le trouble du langage oral. Tous les termes 10 sont en fait des termes un peu anciens, mais qu'on continue à utiliser quand même en France. Donc dysphasie, dyslexie, dysorthographie, trouble de la lecture et de l'orthographe, dyspraxie, qu'on appelle maintenant trouble développemental de la coordination, dyscalculie, donc trouble du calcul, et en général, on y inclut le TDAH. Donc tous ces diagnostics sont des diagnostics d'exclusion et on observe une comorbidité fréquente entre ces différents troubles. Alors, en fait, on rejoint l'autisme, les troubles du spectre de l'autisme. Il s'agit de troubles du neurodéveloppement qui ont une composante génétique, et on sait qu'il y a des formes familiales qui sont fréquentes, et des causes également environnementales, donc qui peuvent être des facteurs socioculturels, des causes psychologiques ou toxiques qui peuvent être des facteurs aggravants. Alors la prématurité, c'est un facteur de risque particulier pour certains de ces troubles du développement, notamment le trouble de la coordination et le TDAH. Donc chaque trouble, la prévalence est autour de 5%, entre 3 et 7%, et il y a à peu près 1% de formes sévères. Et donc si, comme je vous ai dit qu'il y avait pas mal de comorbidités, si on les met tous ensemble, on dit que ça concerne grosso modo 10% de la population. Et comme l'a rappelé Brigitte juste avant, l'autisme, c'est plutôt 1 à 2%. Et on constate une prédominance très nette de garçons. Donc les troubles du neurodéveloppement, d'après le DSM-5, Brigitte vient de vous le montrer, ça comprend la déficience intellectuelle, les troubles de la communication, les troubles du spectre de l'autisme, les TDAH, les troubles spécifiques des apprentissages et les troubles moteurs. Donc moi, je vais aborder aujourd'hui, enfin sauf le TDAH, je parlerai demain, mais je vais aborder tous ceux qui sont en orange, donc une partie. Alors on a eu en France un groupe de travail de la HAS, Haute Autorité de Santé, qui a travaillé sur un guide qui est paru début 2018 et qui s'intitule « Comment améliorer le parcours de santé d'un enfant avec des troubles spécifiques du langage et des apprentissages ». Donc vous pouvez trouver ce document qui est très complet, soit dans sa forme globale, soit dans sa forme synthétique. Il y a les liens, mais si vous tapez guide troubles du langage et des apprentissages HAS, vous allez le trouver très facilement sur Internet. Donc les grandes lignes de ce guide, c'est que quand une difficulté va être repérée chez un enfant, soit dans ses acquisitions ou dans ses apprentissages, que ce repérage soit fait par un membre de la famille, des professionnels de la petite enfance, ça peut être donc à la crèche, par des infirmières scolaires par exemple, donc par l'école, des enseignants aussi, ou des professionnels de santé. Il va falloir mettre en place une démarche et donc il faut connaître les signes d'alerte pour chacun de ces troubles. Donc on peut être aidé par des questionnaires et des évaluations normées. Donc si on repère une difficulté chez un enfant, la première chose à faire, ça va être de mettre en place des mesures pédagogiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre d'avoir un diagnostic uniquement sur le repérage d'une difficulté
on va mettre en place des choses à l'école pour aider. Alors, si je prends l'exemple d'un trouble du langage, par exemple, qui serait constaté chez un enfant en maternelle, il va falloir mettre en place des petits groupes de stimulation de langage, par exemple. Donc, il doit s'agir, j'ai repris les termes du guide précis, d'interventions différenciées, rigoureuses, ciblées, intensives, explicites, redondantes, chaque fois que nécessaire, en petits groupes d'élèves à besoins similaires. Donc Catherine Billard, qui était ma chef de service précédente, qui m'a formée dans ce domaine, a beaucoup travaillé là-dessus, sur tout ce qui est prévention à l'école et prise en charge de première intention à l'école. Alors vous avez dans le guide, là c'est illisible, mais des tableaux avec des signes d'alerte en fonction de l'âge pour chacun de ces troubles. Donc là vous avez les difficultés d'acquisition du langage oral, les difficultés d'apprentissage du langage écrit, et ici les difficultés d'apprentissage du calcul et d'acquisition des coordinations et des praxies. Donc on va reprendre tous ces signes que vous ne pouvez pas lire là, mais par trouble par trouble. Donc si on a mis en place, on a repéré une difficulté ou des difficultés, on a mis en place des mesures pédagogiques pour essayer d'améliorer les choses. Chez certains enfants, ça va suffire et ce sera un retard qui a pu être comblé par une prise en charge un petit peu, enfin pas intensive, mais en tout cas renforcée. Et puis si malgré cette prise en charge, les difficultés persistent, après 3 à 6 mois d'évolution à peu près, ou alors si d'emblée les signes sont sévères, là, il va falloir faire intervenir un médecin qui va avoir là, pour le coup, une démarche de dépistage et de diagnostic. Donc il peut s'agir soit du médecin de l'enfant, généraliste ou pédiatre, donc c'est là que votre rôle commence à apparaître, soit du médecin de PMI ou de l'éducation nationale. En France, donc la PMI, elle intervient en petite et moyenne section, et le médecin de l'éducation nationale à partir de la grande section. Et puis on peut éventuellement faire appel à un pédopsychiatre si on a des difficultés plus d'ordre psychoaffectif ou une suspicion de trouble de la personnalité. Et dans tous les cas, il va falloir informer le médecin de famille des difficultés de l'enfant. Donc cette démarche de dépistage et de diagnostic, elle va donc utiliser différents outils. Il y a évidemment des diagnostics qu'il va falloir éliminer, des causes potentielles. Et puis après, le médecin doit, si le diagnostic est confirmé, proposer une planification avec des soins, et il va suivre l'enfant et réajuster au fur et à mesure la prise en charge en fonction de l'évolution. Et donc une fois qu'on a fait cette démarche de diagnostic, là on va pouvoir parler de troubles, c'est-à-dire que ce seront des difficultés qui vont persister malgré les prises en charge proposées. Donc on a différencié des niveaux, on va dire, dans les prises en charge. Donc pour les cas un peu simples, c'est ce qui correspond aux situations de ville, ça relève du niveau 1, c'est-à-dire des médecins de première ligne, généralistes, pédiatres et éventuellement des médecins scolaires. Et après, si les difficultés sont un petit peu plus complexes, on va pouvoir faire appel à des équipes un petit peu plus fournies, avec un médecin spécialisé dans les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des professionnels paramédicaux, des psychologues, qui vont pouvoir faire des bilans un petit peu plus complets. Et donc, en troisième intention, le niveau 3, ça correspond au centre de référence des troubles des apprentissages, qui devrait être réservé aux situations les plus complexes, quand il y a une persistance d'un doute diagnostique, ou éventuellement, comme dans le service, où on a une unité de prise en charge, donc on peut proposer de prendre en charge les cas les plus complexes. Alors on va commencer, tout ça c'était des généralités sur ces troubles du neurodéveloppement. Donc je vais aborder maintenant le trouble du langage, donc, qui fait partie du chapitre du DSM-5, troubles de la communication. Donc ce chapitre comprend les troubles du langage à proprement parler, c'est-à-dire qui vont concerner les difficultés au niveau du vocabulaire ou de la syntaxe, et on va distinguer les troubles expressifs, sans atteinte donc de la compréhension, et les troubles mixtes, qui sont à la fois expressifs et réceptifs.
les troubles réceptifs seuls, ils n'existent pas. Souvent, c'est en lien avec des difficultés qui sont plus proches du trouble du spectre autistique, mais ça concerne moins le trouble du langage pur. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les troubles de la phonation, donc les troubles de la parole, de la prononciation, avec soit un problème articulatoire ou alors un problème de prononciation des mots, ce qu'on appelle un trouble phonologique. Dans ce chapitre, on ne va pas en parler là, il y a aussi tout ce qui est les bégaiements et troubles de la communication sociale ou troubles de la pragmatique du langage. Donc le terme approprié, comme je vous disais, dysphasie, c'est un terme qui est vieux maintenant. Donc le terme qu'on doit utiliser maintenant, c'est trouble développemental du langage oral, qui a été décidé à la suite d'un consensus qui s'appelle Catalyse et pour lequel il y a eu une publication en 2017. Voilà, les autres termes qu'on peut retrouver, c'est dysphasie ou trouble spécifique du langage oral. Donc on va reprendre les signes d'alerte d'après le guide de la HAS pour essayer de repérer ces difficultés du langage oral. Alors, on ne parle pas de retard ou de difficulté de langage avant l'âge de 3 ans, théoriquement en pédiatrie, mais dès l'âge de 18 mois, le guide de la HAS nous dit qu'il faut être attentif à certains signes, et notamment l'absence de babillage ou l'absence de production de mots. Et donc là, dès l'âge de 18 mois, on va être amené à éliminer les 2 diagnostics principaux. D'abord la surdité, donc il faut absolument vérifier l'audition. Et puis rechercher, Brigitte en a parlé tout à l'heure, les parents ils repèrent des signes assez tôt, des signes évoquant un trouble de la communication non verbale ou trouble du spectre de l'autisme. À 24 mois, si on a un langage qui est encore pauvre, très pauvre, pas d'association de mots ou des difficultés de compréhension, on va avoir la même démarche, donc vérifier aussi l'audition et ou la présence de troubles du spectre de l'autisme. Et on commence déjà à aller un petit peu plus loin, faire un examen clinique et on va demander, à la suite de l'évaluation médicale, un bilan orthophonique si on a l'existence soit d'antécédents familiaux, ou alors éventuellement de prématurité. Alors j'avais fait un petit tableau pour une autre formation qui essayait de montrer les différences, enfin ce qui peut orienter entre un trouble spécifique du langage oral ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc les choses qui apparaissent dans le guide, c'est ce que j'ai mis en bleu là, c'est l'existence d'une attention partagée qu'on retrouve quand il y a un trouble du langage oral, c'est-à-dire le fait que l'enfant est capable, à votre demande, de s'intéresser à quelque chose que vous lui montrez, par exemple, ce qu'on ne retrouve pas en cas de trouble du spectre autistique. L'existence de jeux de faire semblant ou d'imitation, donc l'enfant est capable de jouer un rôle, par exemple, ce qu'ils ne font pas dans les troubles du spectre autistique, et puis la présence d'un pointage proto-déclaratif, donc le fait que l'enfant va être capable de pointer un objet et d'essayer d'attirer votre attention ou de nommer cet objet. Donc ça, on le retrouve dans les troubles du langage oral et pas forcément, ils ne sont pas présents dans les troubles du spectre de l'autisme. Après, vous avez d'autres petits signes, l'hypersensibilité au bruit, l'écholalie, les stéréotypies, éléments qu'on retrouve dans les troubles du spectre autistique et qu'on n'a pas chez les TLO, ou la présence d'intérêt restreint également. Alors après, on arrive à partir de l'âge de 3 ans, donc en gros, quand l'enfant entre en petite section de maternelle. Donc là, si on a des critères de sévérité qui sont l'inintelligibilité à 3 ans, le fait que l'enfant ne soit pas compréhensible par des gens extérieurs à sa famille, le fait qu'il ne fasse pas de phrases, ce qu'on appelle l'agrammatisme, à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, ou l'existence d'un trouble de la compréhension. Ça, ces 3 signes-là, ce sont des signes de gravité qui font qu'on doit demander tout de suite un avis médical et il va y avoir donc une démarche diagnostique avec un examen clinique, une élimination des diagnostics différentiels ou des causes possibles et on va demander, dès que l'enfant coopère, un bilan orthophonique avec une rééducation si nécessaire. Donc l'objectif, surtout si l'enfant n'a pas du tout, un moyen de communication extrêmement limité,
ça va être de permettre de développer des moyens augmentatifs à la communication, d'utiliser des pictogrammes par exemple, ou de lui permettre d'utiliser des gestes pour pouvoir s'exprimer et essayer d'éviter les troubles du comportement secondaire. Ça peut être aussi l'occasion de proposer aux parents une guidance parentale, parce que les parents sont souvent un peu perdus et ne savent pas comment se comporter vis-à-vis de leur enfant. Donc ça, on verra, je détaillerai ça demain dans l'atelier, quels sont les conseils, bon après j'aurai peut-être des questions, mais quels sont les conseils qu'on peut leur donner par rapport à un enfant qui se retrouve dans cette situation. Si il n'y a pas de critère de sévérité, donc on est au même âge, hein, à partir de l'âge de 3 ans, à ce moment-là, on va commencer par la réponse pédagogique dont je vous ai parlé, proposer ces petits ateliers de langage à l'école, donc faire toujours la guidance parentale, et puis on va suivre l'enfant à peu près tous les 6 mois pour voir comment ça évolue. Donc soit les choses rentrent dans l'ordre progressivement, et à ce moment-là, on parlera de retard de langage. C'est la majorité des situations, hein, ça correspond à peu près à 80% des retards de langage, enfin des difficultés de langage. Soit les difficultés vont persister, et à ce moment-là, on va proposer une rééducation orthophonique. Et de toute façon, à l'âge de 5 ans, s'il persiste même uniquement des difficultés au niveau de la prononciation, un trouble phonologique, là, il va falloir quand même faire un bilan orthophonique et de la rééducation si nécessaire, d'autant que l'enfant est à risque de développer des difficultés de langage écrit. Alors, le rôle du pédiatre devant un trouble du langage oral, donc il va être de confirmer le diagnostic s'il en a les moyens. Et nous, c'est vrai qu'on utilise des batteries. Alors, il y a différentes batteries qui existent, mais qui permettent d'avoir une évaluation normée et de pouvoir comparer les résultats de l'enfant par rapport à des enfants du même âge. Donc, il y a différentes batteries, le RTL4 pour les enfants de 4 ans, la BSEDS, la BMTI qui a été faite par Catherine Billard et des anciennes collègues du service, et le RTL6 après pour des enfants plus grands à partir de la grande section de maternelle. Donc avec ces outils, on va pouvoir tester différents aspects du langage, la prononciation, donc la phonologie, le lexique sur le versant expressif, le vocabulaire donc, par une épreuve de dénomination d'objets, ou alors la compréhension lexicale. Donc là, l'enfant a plusieurs images devant lui et on va lui demander de montrer l'objet qui correspond à un mot qu'on lui donne. On va également évaluer la syntaxe, donc la construction ou la compréhension de phrases. Alors, j'en profite pour préciser qu'il y a un article qui avait été écrit par ma collègue Pascal Collat, qui est paru dans l'EMC Psychiatrie en 2019, et il est paru après dans l'EMC Pédiatrie 1 ou 2 ans après, qui s'intitule « Dépistage et classification des troubles du langage » et qui reprend toute cette démarche diagnostique que je vous résume là aujourd'hui. Donc une fois qu'on a confirmé qu'il existe bien des difficultés de langage, on va, donc toujours pareil, éliminer les diagnostics différentiels si ça n'a pas déjà été fait avant. Donc vérifier l'audition chez un ORL en faisant un audiogramme. Rechercher éventuellement des troubles neurologiques, donc en reprenant les antécédents, comme l'a très bien expliqué Brigitte tout à l'heure, et en faisant un examen clinique. Rechercher des signes en faveur d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc là, on évalue la communication et on peut être amené à demander un avis pédopsychiatrique si on a un doute. Et donc, la déficience intellectuelle. Donc là, on a évidemment la possibilité de demander une évaluation psychométrique, mais avec les outils de dépistage qu'on a, on peut aussi évaluer ce qu'on appelle le raisonnement non verbal. Dans la BMTI, il y a un item qui permet, grosso modo, d'évaluer les capacités cognitives non verbales de l'enfant et de voir si, a priori, il est intelligent. Et ensuite, donc, quand on a éliminé tous ces diagnostics différentiels, on va prescrire donc, le bilan orthophonique du langage oral. Alors, si on a des éléments qui, dans l'anamnèse ou sur le plan clinique, attirent notre attention,
l'existence d'une anomalie de l'examen clinique, l'existence de malformations éventuellement associées, d'une dysmorphie. À ce moment-là, il va falloir creuser un petit peu le bilan. Alors, on ne fait pas du tout des examens complémentaires systématiques. Hein. On est tout à fait dans la même démarche que le trouble du spectre de l'autisme isolé. Ça ne sert à rien d'aller faire des examens tous azimuts. En revanche, si vous avez des points d'appel qui sont un petit peu inhabituels chez les enfants qui ont des troubles spécifiques de ce type-là, à ce moment-là, il faut creuser donc, et demander un avis neurologique, une IRM, éventuellement des examens génétiques, métaboliques, et on peut être amené à demander aussi un électroencéphalogramme, notamment si on a une notion de régression du langage. Et dans ce cas-là, on peut être dans le cadre de ce qu'on appelle un syndrome de Landau-Kleffner. Donc là, ça rentre dans le domaine des épilepsies avec aphasie. Et donc le diagnostic se fait par la réalisation d'un électroencéphalogramme de sommeil. Voilà, donc la démarche du pédiatre, elle va être d'essayer de confirmer l'existence d'un trouble, d'éliminer les diagnostics différentiels, de prescrire le bilan orthophonique et la rééducation si nécessaire, et d'envoyer ou de faire réaliser des examens complémentaires s'il a l'impression qu'il peut y avoir une cause autre, enfin une cause neurologique. Et après, il va falloir suivre l'enfant, et notamment, je vous ai dit, dans le cadre des troubles du langage oral, ils sont à risque de troubles du langage écrit. Si on a eu un retard de langage, il y a à peu près 25% de risque d'avoir un trouble du langage écrit. Et si on a un trouble sévère du langage, là, on passe à 90% de troubles du langage écrit. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent, y compris quand vous avez eu un retard qui a régressé. Alors donc, bon, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Il y a à peu près 5% des enfants qui ont des difficultés de langage oral, 4% sont des troubles transitoires qui vont disparaître avant 6 ans avec ou sans rééducation, et il y a 1% de troubles sévères, donc ce qu'on appelle les fameuses dysphasies, qui vont persister au-delà de 6 ans malgré la rééducation. Alors il est très difficile de faire un diagnostic de troubles sévères du langage oral avant l'âge de 5 ans, 5 ans et demi, parce que certains enfants qu'on voit à 4 ans, on a l'impression qu'ils ont un trouble très sévère et finalement ils vont évoluer assez bien avec la prise en charge. Et à l'inverse, pour certains, on a l'impression que ça n'a pas l'air d'être un trouble trop sévère, mais finalement le trouble persiste et s'avère plus résistant qu'on pouvait le penser. Donc l'âge clé dans la littérature, c'est plutôt autour de 5 ans et demi, pour pouvoir différencier les troubles sévères des retards. Et donc j'insiste sur le fait qu'il y a des antécédents familiaux fréquents. On retrouve très fréquemment soit des frères et sœurs, soit un des parents, voire les deux, qui ont eu aussi des difficultés de langage. Alors on va passer maintenant aux troubles spécifiques des apprentissages. Donc là, ça concerne, en fait, c'est dans le même chapitre, les troubles de la lecture, de l'orthographe et du calcul. Alors j'ai repris la définition complète du DSM-5. Elle comporte 4 critères. Donc le critère A, ce sont des difficultés persistantes en lecture, écriture, arithmétique ou raisonnement mathématique au cours des années de scolarité, avec présence d'au moins une des manifestations suivantes. Donc une lecture de mots qui peut être imprécise ou lente, ou demandant un effort, ou alors l'absence complète de lecture, évidemment. Des difficultés à comprendre le sens de ce qui est lu, sens littéral ou implicite. Une orthographe pauvre, une expression écrite pauvre. Et puis après, ce qui concerne donc plutôt les troubles du calcul, des difficultés à se souvenir des faits concernant les nombres, donc tout ce qui est apprentissage des tables, notamment les tables de multiplication, qui sont particulièrement difficiles à retenir. Un calcul arithmétique, un calcul mental lent ou inexact. Un évitement des activités faisant appel à la lecture, l'orthographe, l'écriture ou l'arithmétique. Donc des enfants qui, en fait, fuient ces tâches-là. Alors, il faut que ces difficultés, que ces capacités dans ces domaines aient été évaluées avec des tests standardisés et que les résultats soient inférieurs ou égaux à moins 1,5 écart type. C'est
limite qui a été fixée par le DSM-5. Alors après, selon les tests qu'on utilise, on va avoir des limites qui peuvent être à -2, d'autres à -1,65. Mais d'après le DSM-5, eux, ils ont mis à -1,5. Donc ces tests doivent être administrés individuellement. Critère C, il faut que les difficultés ne soient pas mieux expliquées par ce qu'on a dit avant, la déficience intellectuelle, un retard global de développement, des troubles neurologiques, sensoriels ou moteurs. Et enfin, que ces difficultés interfèrent de façon significative avec la scolarité et la réussite professionnelle ou les activités de vie courante. Donc il doit y avoir vraiment une notion de handicap. C'est des enfants qui sont vraiment très gênés par leurs difficultés. Alors, face à un enfant qui arrive en consultation, le problème, c'est de savoir dans quel domaine, enfin, dans quel cadre on se trouve. Parce que, alors en France, je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais en France, on dit qu'on a à peu près 20% des enfants qui sont en échec scolaire, et notamment qui arrivent en 6e sans maîtriser correctement la lecture, enfin les apprentissages fondamentaux qui sont la lecture, l'écriture et les maths. Donc évidemment, il n'y a pas 20%, 15 à 20% de troubles spécifiques. On n'en a que autour de 5%, dont 1% de formes sévères. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer les difficultés d'apprentissage et qui peuvent être très divers. Donc ça peut être des facteurs socioculturels, psychologiques, autres. Enfin voilà, il y a d'autres causes possibles. Concernant le calcul, donc c'est rare de trouver, c'est très rare même de trouver une dyscalculie isolée. Nous, on n'en voit quasiment pas. Souvent, c'est associé à un autre trouble, donc soit un trouble du langage oral ou écrit, soit un trouble de la coordination, avec là, à ce moment-là, ce qu'on appelle plutôt des dyscalculies spatiales, avec des difficultés liées aux problèmes spatiaux. Parfois, donc, ces troubles du calcul peuvent aussi être en lien avec des difficultés psychologiques ou psychopathologiques, ou évidemment avec une déficience intellectuelle, mais là, c'est un diagnostic différentiel. Alors, si on reprend donc le guide de la HAS, les signes d'alerte, donc en CP, donc, qui est pour nous en France l'année d'apprentissage de la lecture, soit on a des critères de sévérité au 2e trimestre, c'est-à-dire à cette période-là de l'année, là, au mois de février, janvier, février, mars. Donc ces critères de sévérité, ce sont soit il y a des difficultés de langage oral qui persistent, soit on n'a pas d'acquisition des correspondances graphophonemiques, c'est-à-dire de la correspondance entre la lettre et le son, ou alors pas de lecture de syllabes simples. À ce moment-là, on va demander un avis médical et on va faire un bilan orthophonique du langage oral et du langage écrit et de la rééducation si nécessaire. Donc ça, c'est en cas d'existence de critères de sévérité. Sinon, si on n'a pas ces critères-là, on va d'abord proposer un entraînement pédagogique un petit peu plus intensif, une prise en charge par ce qu'on appelle chez nous les RASED, les réseaux d'aide aux enfants en difficulté, du soutien scolaire. Voilà, il y a différentes possibilités. Et on fait ça pendant 3-4 mois pour voir comment ça évolue. Un certain nombre d'enfants à qui on propose cette pédagogie intensive vont rattraper leur retard et finir par entrer dans la lecture. Et finalement, c'est ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans la lecture malgré cette aide pédagogique un peu plus intensive qui va représenter en gros les enfants qui ont un trouble spécifique des apprentissages. À partir du moment où on arrive en fin d'année de CP et qu'on a encore des difficultés, ou alors quand justement cette aide pédagogique n'a pas suffi, là il va falloir demander un bilan orthophonique et de la rééducation si nécessaire. Alors je ne sais pas du tout si vous êtes dans la même situation au Maroc, mais en France, on a beaucoup de mal à trouver des orthophonistes actuellement. Enfin, il y a des délais d'attente qui sont très longs, de plusieurs années. Et du coup, c'est un gros problème parce qu'il y a des enfants qui restent non lecteurs parce qu'il n'y a pas d'orthophoniste disponible. Alors, en CE1, si on a toujours des difficultés dans la lecture, l'orthographe ou les maths, là, il va falloir, si vous rencontrez un enfant qui a encore des difficultés, il
faut essayer d'évaluer son niveau lors de la consultation. Alors, il y a toujours les batteries dont je vous ai parlé. Il y en a une qui a été créée essentiellement pour tester les apprentissages, qui est une BMTI un peu plus courte, enfin limitée aux apprentissages, et qui est assez rapide à faire passer en consultation. Donc, soit des difficultés scolaires persistent en lecture ou en écriture, soit l'enfant il est quasiment en refus de lire ou d'aller à l'école. Certains peuvent avoir jusqu'à une phobie scolaire parce que la situation d'apprentissage scolaire est devenue trop difficile. Donc si on a un déficit modéré, pareil, on va proposer l'intervention pédagogique. Et sinon, ou alors après 3-4 mois d'intervention, on va demander le bilan orthophonique et la rééducation si nécessaire. Donc plus on avance dans la scolarité, si vous voyez un enfant en CE2 et après, s'il a toujours des difficultés en lecture, qu'il persiste des erreurs dans le déchiffrage, une lenteur, qu'il n'arrive pas à mémoriser les mots d'orthographe, les mots d'usage, qu'il n'arrive pas à faire des règles d'accord grammaticales ou qu'il y a encore des erreurs de segmentation, je vais vous montrer un petit exemple après, là, il faut demander dès que vous pouvez le bilan orthophonique et la rééducation si nécessaire. Et pour un enfant, un collégien, si ça vous arrive d'en voir qui n'ont pas consulté avant, donc s'il persiste en 6e des difficultés en lecture, une lenteur en lecture qui peut entraver l'accès au sens, des difficultés orthographiques, soit vous demandez, si l'enfant n'a jamais été suivi, un bilan orthophonique, ça vaut encore le coup parce qu'on peut encore les aider, et de la rééducation. Et si c'est un enfant qui a déjà été suivi et qui, malgré ça, garde des difficultés, ce qui est le cas, quand ils sont dyslexiques, il le reste, à ce moment-là, on va pouvoir proposer aussi une compensation des difficultés par l'ordinateur. Alors, pour ce qui concerne les troubles du calcul, donc on peut avoir des enfants en grande section de maternelle qui vont avoir des difficultés alors, de ce qu'on appelle l'accès au symbole, c'est-à-dire l'accès à la notion de quantité. Soit des difficultés dans l'acquisition des comptines, le comptage à l'endroit, ou alors qui font des erreurs, qui sautent des nombres, ou alors des enfants qui peuvent avoir des difficultés dans le dénombrement. On apprend à compter en général en dénombrant des quantités et on se fait une représentation du nombre en voyant des collections d'objets. Et les enfants qui peuvent avoir des difficultés, un trouble développemental de la coordination avec des difficultés spatiales, peuvent être en difficulté dans ces tâches de dénombrement et donc ils peuvent ne pas avoir une idée claire ou ne pas se faire une idée stable de la notion de nombre, de quantité par rapport au nom du nombre ou à la représentation en chiffres arabes. Donc, dès la grande section de maternelle, si vous constatez des difficultés chez un enfant par rapport à ces tâches-là, on va proposer d'emblée une réponse pédagogique. Mais soit, si l'enfant a un trouble du langage oral, on va demander un bilan orthophonique, soit s'il a plutôt une histoire de maladresse, de difficultés graphiques, par exemple, ou de difficultés spatiales, là, on va plutôt demander un bilan psychomoteur pour rechercher des éléments en faveur d'un trouble de la coordination et proposer une prise en charge adaptée. Donc après, en primaire, donc à partir du CP, s'il y a encore des difficultés sur le nombre ou le calcul, pareil, on va proposer cette réponse pédagogique dans un premier temps. Et si les difficultés persistent après quelques mois, ou alors qu'il y a d'autres troubles qui s'associent, qu'il y a des antécédents familiaux ou alors personnels chez l'enfant, et enfin, au plus tard en fin de CE2, à ce moment-là, on va être amené à prescrire un bilan orthophonique spécialisé du calcul et du raisonnement de la cognition mathématique. Donc on a déjà peu d'orthophonistes, enfin de moins en moins on va dire en France, mais celles qui sont spécialisées en calcul, il y en a encore moins. C'est très très difficile à trouver. Donc voilà, on se débrouille. Alors il y en a, pour certains enfants, on demande qu'ils aient un renforcement pédagogique à l'école ou des cours particuliers de maths si on n'arrive pas à trouver d'orthophonie spécialisée. Et donc il est important de ne pas oublier aussi de demander éventuellement un bilan neuropsychologique, à la fois pour évaluer les capacités de raisonnement de l'enfant,
pour voir déjà s'il a une intelligence normale, et puis si on a un profil dans son efficience intellectuelle qui peut orienter vers un trouble ou l'autre. Donc en général, quand il y a un trouble du langage oral ou écrit, on a un profil, et notamment dans les cas de troubles du langage oral, tout ce qui est capacité verbale dans les évaluations psychométriques va être inférieur aux capacités de raisonnement non verbal. Et puis, si vous êtes plutôt dans le cadre d'un trouble de la coordination, donc avec des difficultés qui vont être plutôt une maladresse, des difficultés visio-spatiales, au contraire, c'est dans le WISC, par exemple, l'indice visio-spatial qui va être abaissé, ou les tests chronométrés, parce que souvent les enfants sont assez lents. Donc en fait, le profil de l'efficience intellectuelle va pouvoir aussi nous aider à orienter un petit peu le diagnostic. Alors votre rôle face à un enfant qui a un trouble des apprentissages, si on résume, ça va être de rechercher les antécédents familiaux ou personnels, de faire un examen clinique pour voir s'il n'y a pas des éléments qui vous orientent vers une étiologie, faire vérifier, alors pour le langage oral, on avait dit l'audition, mais là, bien sûr, la vue aussi est très importante, être sûr que l'enfant n'a pas besoin de lunettes, par exemple, parce que pour lire, c'est sûr que c'est gênant. Évaluer le contact et le comportement. Et puis, si vous avez la possibilité, faire passer des tests rapides en consultation qui vont, d'une part, vous permettre de confirmer qu'il y a des difficultés et de rechercher éventuellement des signes associés. Donc, on va évaluer au minimum le niveau de lecture, l'orthographe et le niveau de maths par rapport à la classe de l'enfant. Et si on n'a pas d'évaluation psychométrique déjà connue, on peut être amené à tester donc le raisonnement non verbal pour s'assurer que l'enfant a des capacités intellectuelles qui paraissent préservées. Donc, je vais essayer d'accélérer parce que je vois que le temps passe. Donc, le rôle du pédiatre, il va être aussi de demander une évaluation psychométrique s'il a un doute sur le QI. Donc, en général, le raisonnement est bon, mais ce qui est assez caractéristique du trouble du langage écrit, c'est une mémoire de travail qui est faible. Et puis, donc, de demander aussi le bilan orthophonique du langage oral et ou du langage écrit et ou de la cognition mathématique pour préciser le type de difficulté. Donc là, je vous ai montré une dictée d'un enfant qui avait 9 ans, qui était en CM1. Donc la dictée, c'est une dictée de lettres. U-I-E, ko, ti, ga, sou, mon, pendule. Vous voyez qu'il colle tous les mots de la phrase. C'est Sabine a vu le chat noir. Elle a joué avec lui. Au mois de mai, nous partirons au cirque dans le car du centre aéré. Maman travaille dans un magasin d'articles pour les sportifs. Elle sort tous les jours à 12h moins 5. La rue est déjà très animée. Donc évidemment, c'est peu lisible. Et donc il y a différentes erreurs. Bon, il y a les erreurs de segmentation, des erreurs phonétiques avec des erreurs de son, et puis une orthographe d'usage qui n'existe pas. Voilà un exemple de dyslexie. Donc si le trouble est objectivé, on va faire de la rééducation. Alors ça peut être de 1 à 3 fois par semaine. Il faut réévaluer régulièrement l'enfant, rechercher donc des troubles associés, penser à rechercher un TDAH, trouble déficitaire de l'attention, parce que ça peut aggraver les difficultés et aussi empêcher l'action de la rééducation. Rechercher aussi une dysgraphie ou un trouble de la coordination. On peut être amené à proposer un suivi psychologique si nécessaire et des adaptations scolaires, bien sûr. Et parfois, il y a besoin donc de classes spécialisées pour les enfants qui ont les difficultés les plus importantes. Et donc, dans les quelques minutes qui me restent, je vais aborder les troubles de la coordination, donc qui font partie du chapitre des troubles moteurs, dans lequel il y a d'autres éléments, et notamment les tics, mais on va parler que des troubles de la coordination. Donc, pareil, 4 critères diagnostiques. L'acquisition et l'exécution d'habiletés motrices coordonnées sont nettement en dessous du niveau escompté, compte tenu de l'âge chronologique du sujet et en dépit, évidemment, d'occasions d'apprentissage et d'utilisation de ces habiletés. Donc, si on résume, les difficultés, c'est une maladresse, une lenteur et une imprécision dans des gestes qui sont appris. Par exemple, utiliser des ciseaux, des couverts, un crayon pour écrire,
l'apprentissage du vélo ou de la natation ou des difficultés dans les jeux de ballon, par exemple. Il faut que ce déficit en habileté motrice interfère de façon significative et persistante avec les activités de vie courante. Et évidemment, il faut que ce soit approprié à l'âge. Donc ça peut être des enfants qui vont être gênés pour s'habiller ou pour faire leur toilette tout seuls. Et il faut qu'il y ait des conséquences sur la réussite scolaire, professionnelle ou les activités de loisirs. C'est important, le début des symptômes doit se situer dans la première enfance. Et enfin, il ne faut pas qu'il y ait un diagnostic... Florence, excuse-moi, le président nous accorde 2 minutes. 2 minutes, ok, je me dépêche. Donc les signes d'appel, dans la vie courante, on va avoir un désintérêt pour les jeux de construction, le dessin, les jeux moteurs, et puis des difficultés dans les gestes de la vie quotidienne, je viens d'en parler. Donc tous ces signes doivent être recherchés et les conséquences sur la vie de l'enfant appréciées. En moyenne section, donc ça peut se traduire en moyenne ou grande section par des difficultés en graphisme, en collage, découpage, un dessin qui va être pauvre, mal structuré, donc les difficultés d'habillage, des chutes fréquentes, un travail qui peut être brouillon, maladroit, un manque d'aisance, soit en motricité globale, soit en motricité fine, et puis des difficultés d'orientation dans l'espace. Donc là, pareil, on va proposer une aide pédagogique et un avis médical si les difficultés sont importantes ou résistent à ces aides pédagogiques. Donc là, les bilans à demander, ça va être le bilan cognitif, l'efficience intellectuelle, et puis un bilan psychomoteur. En général, chez un enfant jeune, c'est ce qu'on fait en premier. En fin de CP, en CE1, puis dans les années d'après, les difficultés, ça va être surtout sur le graphisme, les activités de vie quotidienne, l'organisation avec son matériel, gérer les outils comme la règle, le compas, l'équerre, etc. Et puis les difficultés dans le repérage spatial. Donc là, pareil, plus tard, il va falloir demander un bilan psychomoteur ou ergothérapique. Donc je crois que du coup, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer, c'est dommage, mais les petites vidéos demain. Le rôle du pédiatre, donc, ça va être de rechercher les antécédents et les facteurs de prédisposition comme la prématurité ou l'existence d'une souffrance, faire un examen clinique à la recherche d'anomalies neurologiques, rechercher des signes en faveur d'un TDAH parce qu'il y a souvent, en cas de maladresse par exemple, une confusion. Et il y a des enfants qui nous sont adressés pour une suspicion de troubles de la coordination qui ont en fait un TDAH qui les rend maladroits. Et puis rechercher les signes en faveur d'un trouble du spectre autistique parce qu'il peut y avoir aussi une association fréquente entre TDC et TSA. Alors vous avez un questionnaire qui s'appelle le DCDQ-FE qui permet d'aider au diagnostic. C'est un questionnaire qui est rempli par les parents. Et vous allez avoir un score, et en fonction du résultat de ce score, vous savez si vous êtes plutôt en faveur d'un TDC ou pas. Et on va rechercher les conséquences de ces difficultés sur les apprentissages en lecture et dans des matières où tout ce qui est visio-spatial est important, comme la géographie par exemple, les SVT où on a besoin de faire des schémas, la technologie, et parfois il y a un retentissement sur la lecture. Alors là, c'est des petites images, enfin des illustrations du TDC. Ça, c'est une copie de figure géométrique chez un enfant de presque 7 ans. Donc, vous voyez avec une copie de dessin qui est très perturbée. Ça, c'est l'écriture d'un enfant de 8 ans qui avait en plus des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, donc avec une écriture cursive qui n'est pas du tout maîtrisée. Et puis des lettres en miroir. Ça, c'est un enfant de 12 ans sur une dictée de niveau... fin de primaire, avec une écriture qui se dégrade. Et puis là, les difficultés dans la pose des opérations, dans l'alignement des chiffres. Voilà, donc le rôle du pédiatre, ça va être de demander une consultation ophtalmo si ça n'a jamais été fait, un bilan orthoptique systématique, parce qu'il y a fréquemment des difficultés de motricité conjuguée et de convergence, demander le bilan psychomoteur et ou ergothérapique. Donc ça dépend un petit peu de l'âge et des difficultés. Le test de QI, avec là plutôt un profil avec des difficultés visio-spatiales. Et souvent, c'est des enfants qui ont des compétences verbales qui sont bonnes. Donc, Florence, je te demande de conclure, excuse-moi. C'est fini, c'est ma dernière diapo. Donc, on va proposer soit de la psychomotricité en cas de difficulté plutôt touchant la motricité globale et fine, l'organisation de l'espace en 3D ou le graphisme.
Et l'ergothérapie, c'est si on a des difficultés plus ciblées sur le graphisme et surtout pour la mise en place des moyens de compensation comme l'ordinateur. Et donc ne pas oublier l'orthopsie s'il y a un trouble oculomoteur. Et là encore, il faut faire des bilans évolutifs. C'est important de voir comment ça évolue. Voilà, je vous remercie.